September 11 ou le 11 septembre, quand les avions sont tombés partout, un peu dans plusieurs États ici aux États-Unis. Alors moi j'habitais en Virginie, dans les immeubles que vous voyez à ma droite, et le Pentagone, c'est l'immeuble que vous êtes en train de voir à ma gauche. Alors moi j'étais chez moi, je me préparais pour aller au travail ce matin-là, je m'habillais, et du coup j'entends l'immeuble et mon appartement en fait qui bougeait, et je me suis dit mais c'est quoi? Il y avait un grand bruit d'un moteur. Alors j'avais peur, je suis descendu comme tout le monde qui habitait dans l'immeuble. Nous sommes tous descendus pour voir ce qui s'était réellement passé. Alors c'est en descendant qu'on apprendra que c'est un avion qui a frôlé vraiment le toit de notre immeuble. Et on a entendu un boom. Et c'est là qu'on apprendra que c'est l'avion qui est tombé sur le Pentagone, juste sur le Pentagone. Et c'est comme ça qu'on a appris que c'était les avions qui tombaient un peu partout aux États-Unis ici. Le 11 septembre 2001, nous étions attaqués. Je travaillais pour le groupe Accor. Rapidement, dans les minutes qui ont suivi la première attaque, nous avons reçu l'ordre d'évacuer les lieux. Je travaillais pour le groupe Accor et tout ce que nous savons, ils nous ont simplement dit que les États-Unis venaient d'être attaqués et que d'évacuer les lieux, de rentrer à la maison. Dans la précipitation, nous sommes tous sortis et nous n'avons qu'une idée de ce qui se passait. Mais une fois dehors, nous avons compris que c'était une histoire de vie et de mort. Le 11 septembre, un jour mémorable pour tous les Américains, pas seulement les New-Yorkais, parce que ce drame a frappé toute l'Amérique entière. Et dans cette tour, on avait deux frères que je nomme M. Karim Traoré et Aboulaye Koné. Ils sont tous décédés lors de cet événement du 11 septembre. Donc, je demande une communion de prière, que leurs âmes reposent en paix. Vraiment, ça a été un moment très dur et nous continuons toujours à les pleurer parce que ce n'était pas facile. Nous sommes venus de très loin et merci pour vos prières. Je suis sûr que vous allez vous joindre à nous pour avoir une communion de prière à la mémoire de tous les disparus. Je dis que dans la boîte où je travaillais, c'était Windows & Wall, nous avons perdu 71 de nos employés. Et nos deux frères ivoiriens y faisaient partie. Nous étions quelques Ivoiriens qui travaillaient là. Mais ce n'était pas facile. Père leur âme. Actuellement, nous sommes à World Trade Center, où s'est passé les événements du 11 septembre 2001. Donc le bruit que vous entendez en ce moment, c'est le bassin Memorial. C'est où l'une des tours est tombée. Et il y a eu des milliers de morts. Et de l'autre côté, c'est le quartier entier que vous voyez là. Et moi, je me rappelle exactement de cette date parce que je travaille juste à côté. Et donc, nous nous sommes rendus sur ces lieux pour essayer de nous rappeler de cette date historique des États-Unis. Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro spécial consacré, vous l'aurez compris, au 11 septembre 2001. Il y a 20 ans, jour pour jour, le 11 septembre 2001, des attentats d'une ampleur inédite frappent les États-Unis d'Amérique. 2 avions s'écrasent sur les tours du World Trade Center, en plein cœur de New York. Un autre appareil percute le Pentagone, pendant qu'un 4e s'écrase dans la campagne après une lutte entre ses passagers et les terroristes qui avaient pris le contrôle. L'effondrement des 2 tours, vécu en direct par des millions de personnes, plonge le monde dans la stupeur. Une journée qui a fait basculer le XXIe siècle dans le terrorisme djihadiste et modifié en profondeur les relations internationales. 20 ans après ces actes terroristes, le monde entier et les États-Unis en particulier se souviennent du 11 septembre 2001. Quelles étaient les causes de ces attentats? Pourquoi le monde a basculé ce jour-là? Quelles ont été les conséquences du 11 septembre 2001? Pour en parler, je suis en compagnie de Sylvain Guessant, analyste politique et directeur de l'Institut stratégique d'Abidjan. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim. Face à vous, Valentin Bougueng, journaliste. Bonjour et merci d'être présent. Bonjour Fatim, bonjour à tous. À vos côtés, Dr William Agblonon, politologue. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim, merci. Et mon confrère Thomas Guessambi. Bonjour et merci d'être là. Merci Fatim, bonjour. Alors messieurs, je vais vous poser la même question qu'aux autres interlocuteurs. Quel souvenir vous gardez du 11 septembre? Que faisiez-vous ce jour-là exactement?
quand vous avez appris l'annonce de cet attentat? Thomas Guessambi. Merci. Je me rappelle de 2001, j'étais à Bouaké. J'étais un camp d'étudiants. Et puis, la nouvelle arrive. J'avoue que sur la base peut-être de la distance qui sépare les États-Unis de la Côte d'Ivoire, le choc était un peu mitigé. Mais après, quand on prend l'analyse de tout ce que cela a eu comme impact, on se dit qu'il y a eu un bouleversement et que ce serait peut-être le plus grand bouleversement qui inaugurait le XXIe siècle. Sylvain Guessant. Alors, je me rappelle que je préparais ma valise pour aller faire des études à l'extérieur. En plein mois de septembre, il fallait y être avant le 5 octobre. Quand j'ai été informé qu'il y avait une attaque aux États-Unis, donc on a passé la journée à suivre. Et en des termes peut-être différents, mais on s'était posé la question de savoir, c'était quoi finalement la puissance? Si les États-Unis pouvaient être attaqués en plein fouet par des jeunes qu'on présentait comme pas trop expérimentés, etc. Et ensuite, les États-Unis aussi étaient vulnérables. C'est la question qu'on s'était posée. Bon, plus tard, ça va alimenter d'autres réflexions. Valentin Bougain. Oui, Fatim, c'était un jour quand même qui a commencé comme tous les autres, comme un jour ordinaire. Sauf que là, je me trouvais en Tunisie à l'époque où je travaillais pour un magazine panafricain Afrique-Asie, en plein cœur du monde arabe, au moment où ces événements arrivent. Et donc, j'ai pu vivre un peu en direct les réactions, à la fois déjà des stupeurs, d'étonnement que cela puisse arriver aux États-Unis, et puis également d'autres commentaires plus mitigés qui semblaient donc dire en quelque sorte que les États-Unis l'auraient bien mérité. Docteur Aglonon. Je crois que je venais de prendre un billet d'avion pour Paris et j'avais surtout très peur de prendre l'avion parce que avec ce qui s'est passé, c'était extrêmement délicat de vouloir prendre l'avion parce que tout le monde en avait un peu peur. Je crois que c'est surtout ça qui a marqué mon souvenir de ce 11 septembre. Alors, messieurs, pour bien comprendre en fait les enjeux derrière cette date fatidique, quel était finalement l'état des relations internationales ou les grandes tendances à la fin du XXe siècle finalement, Valentin Bougain? Il faut dire que au sorti de la Deuxième Guerre mondiale, le monde a plongé un peu dans la logique des deux blocs, dans une logique bipolaire, et qui a structuré l'essentiel des relations internationales pendant au moins un demi-siècle. On était dans cette logique. L'avantage de cette logique bipolaire, c'était que on savait que c'était des jeux d'alliance, il y avait des pays qui étaient à la tête de ces deux blocs, les États-Unis à la tête du bloc occidental et l'Union soviétique à la tête du bloc qu'on appelait le bloc de l'Est. Donc deux visions du monde qui s'affrontaient. On a été au bord de l'affrontement et par plusieurs fois. Plusieurs fois, on était au bord de l'affrontement qui, Dieu merci, a pu être évité. Mais ça a été une donnée structurante pendant au moins une cinquantaine d'années. Et à la fin des années de la décennie 90, on arrive donc à la dislocation, on va dire au démantèlement du bloc de l'Est, préfiguré par la chute du mur de Berlin en 1989. On rentre donc du coup dans une autre configuration internationale où progressivement les États-Unis, vu le démantèlement de l'Union soviétique, s'imposent comme l'hyperpuissance. On rentre donc, pour beaucoup d'auteurs de l'époque, dans un monde unipolaire avec une hyperpuissance américaine qui se cherche même parfois de nouveaux ennemis pour pouvoir montrer sa puissance. Alors, l'Afghanistan, à cette époque, est peu connu, on va dire, du grand public, mais va jouer un rôle déterminant dans ces attentats. Quelle était la situation de l'Afghanistan dans les années 90, Thomas Guessambi? Si vous voulez, dans la dynamique de la guerre froide qui conditionnait l'actualité internationale, qui conditionnait les rapports sur la scène internationale, il y a que l'Afghanistan, qui était un pays stratégique, je pense qu'on en a parlé la dernière fois, avait le soutien de la Russie, donc autant de l'URSS avant que le bloc ne se disloque. Donc n'oublions pas qu'en matière de géographie militaire comme en matière de géostratégie, l'espace a
une importance. Et donc, on ne peut pas peut-être vouloir diriger cette partie du monde, le Proche-Orient, le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient, sans avoir des bases militaires, sans avoir des espaces qui nous sont préférables. Mais ici, il était surtout question de cette guerre-là par procuration entre les Américains et les Russes, qui fait que il était difficilement acceptable que par une des deux puissances de voir quelqu'un d'autre qui a pris parti pour son adversaire. Pour aller à la suite de ce que disait Thomas tout à l'heure, en réalité, les Américains n'avaient pas eu envie de reproduire l'expérience du Vietnam. Donc, traumatisés par ce qu'a été la guerre du Vietnam, et ayant vu l'expérience russe en Afghanistan, les Américains se sont abstenus de se déployer directement sur le territoire afghan. Et ils vont essayer de s'appuyer sur des groupuscules dont ils ne maîtrisaient pas réellement toute la rationalité. Ils connaissaient certains acteurs, mais ils ne connaissaient pas très bien quelles étaient leurs ambitions. Mais toujours est-il qu'on savait que ces Afghans, ou du moins ces groupes qui vont devenir, ou qu'on appelle les talibans, c'est des groupes très entraînés, férus aux affrontements militaires et qui savent très bien, qui connaissent l'espace, qui ont une bonne connaissance de leur environnement géographique surtout, et qui leur permettait d'avoir finalement le meilleur, de prendre le meilleur sur toutes les puissances qui s'y sont aventurées. D'ailleurs, les Américains viennent de quitter encore l'Afghanistan, donc c'est un territoire où il ne fallait pas s'aventurer, et évidemment dans la dynamique de la guerre froide, plutôt que de s'y aventurer directement, ils ont préféré s'appuyer sur des groupuscules qu'ils ont armés, entraînés et qui vont se révéler après des acteurs de leur propre déstabilisation. Le djihadisme moderne naît dans les années 80, justement, au cours de la guerre d'Afghanistan. Pour quelles raisons? Expliquez-nous comment on arrive au djihadisme moderne. Le terrorisme existait avant, mais cette forme de terrorisme va s'imposer d'abord dans les années 80 et puis surtout au XXIe siècle. Bon, c'est un peu difficile quand même de trouver une date exacte. Quand on lit les travaux d'Alain Bauer, un universitaire américain qui a consacré plusieurs ouvrages sur le terrorisme, il remonte jusqu'à des époques avant Jésus-Christ. Se rappelle de la guerre de Hachichi au XIXe siècle, etc., etc. Bref, je pense que dans cette partie du monde, tout va se dessiner après le retrait du Royaume-Uni dans la décennie 70, quand l'Iran va tenter d'imposer son ordre à tous les pays riverains qui gravitent là, le Qatar, l'Iran, etc., etc. Les Américains, forts de l'expérience qu'ils ont vécue avec l'Iran, de la prise d'otage de plus de 14 mois, vont renforcer leur présence en Arabie Saoudite et au Qatar, de sorte à contrer la volonté hégémonique de l'Iran. Voilà. Et donc d'autres puissances, d'autres pays, d'autres musulmans, d'autres courants dont parlaient mon prédécesseur vont très mal prendre cette emprise, cette domination américaine sur la terre sainte de l'islam, dans un certain moment Oussama Ben Laden dont on parlera. C'est ainsi que tous ces férus de l'islam radical, voyant l'emprise des États-Unis, vont se rabattre, plein vont faire le mouvement vers l'Afghanistan. Et ce sont ces gens-là qui vont alimenter cette guerre contre la Russie, qui vont vouloir le retour à l'islam radical, qui vont eux aussi voir le diable dans l'action des États-Unis, etc., etc. Donc l'islam comme étant le formant pour susciter une résilience des combattants en Afghanistan contre la toute-puissance nucléaire russe. Voilà. Américaine. Russe d'abord. Alors, voilà. Donc l'Afghanistan va avoir comme élément motivateur principal, comme facteur de résilience, le Coran, avec son interprétation qu'ils vont se faire. Donc je pense que c'est ce qui continue un peu aujourd'hui dans toutes les contrées, aujourd'hui en Libye, au Mali, etc., etc. Mais donc à vous écouter, au-delà de l'aspect géostratégique avec l'Afghanistan qu'on a vu au début des années, dans les années 80-90, on a l'impression que là c'est une confrontation idéologique. Il faut se rappeler de la configuration des relations internationales à cette période-là. Comme je disais tantôt, on est parti d'un monde bipolaire où il y avait des affrontements entre l'Est et l'Ouest, vers un monde plutôt unipolaire avec les États-Unis comme hyperpuissance. À l'époque, les États-Unis avaient en face d'eux un ennemi très visible qui était l'Union soviétique, avec une vision du monde différente qui était une vision, on va dire, communiste ou marxiste du monde.
Vous voyez? Donc, il y avait un ennemi clair en face. Alors, l'Amérique s'est inventé un nouvel ennemi. Je vais mettre sur la table 2 ouvrages importants qui paraissent à cette époque et qui traduisent véritablement l'état d'esprit dans lequel on est, pour bien comprendre pourquoi la question religieuse intervient par la suite. Il y a le livre de Fukuyama, La fin de l'histoire. Pour eux, bon, les États-Unis ont remporté la partie, c'est terminé. Et puis, il y a le livre de Samuel Huntington sur le choc des civilisations, où ce monsieur estime que, bon, désormais, parmi les grands dangers qu'il y a, c'est certes le monde, la bataille a été gagnée par les États-Unis, mais il faut faire face désormais à des questions nouvelles, comme la question, il a classé carrément le monde en plusieurs ères civilisationnelles, selon lui, dont le monde musulman, qui constituait désormais une sorte de menace. Une sorte de menace. N'oublions pas que vers la fin des années 80, en 79 plus exactement, Khomeini arrive au pouvoir en Iran avec un islamisme radical violent qui est d'essence plutôt pas sunnite, mais qui est totalement chiite. Alors, tout ceci renforce l'idée, à ce moment-là, que les soviétiques sont partis, l'idéologie marxiste est tombée, mais attention, il y a des religions qui s'affirment, il y a l'islamisme montant qui devient un danger permanent et par la suite aussi est classé au rang des dangers affrontés désormais par les États-Unis, l'émergence de la Chine. Je pense qu'il y a 3 éléments dont il faut tenir compte. Le premier, en réalité, nous avons en face 2 civilisations qui ont toutes une tendance impérialiste. C'est la civilisation occidentale et la civilisation qu'on va appeler musulmane ou arabo-musulmane, qui a une propension à l'impérialisme, un peu comme l'Occident. Donc, la logique d'affrontement est inhérente à ces 2 civilisations parce que l'une et l'autre veulent conquérir le monde. Et d'ailleurs, dans un premier temps, l'Occident va remporter une petite victoire en démantelant l'Empire ottoman. Mais ce n'est qu'un report de l'histoire parce que après la Deuxième Guerre mondiale et la fin de la guerre froide, on rentre dans une logique où tout cet imaginaire commence à se reconstituer. Mais il va y avoir un deuxième élément qui va servir de catalyseur. C'est la création de l'État d'Israël. À partir de la création de l'État d'Israël et de la guerre de 6 jours, le monde musulman se voit à jamais méprisé parce qu'on crée de toute espèce, un État qui on fait sortir, ou du moins on prend une partie d'un autre État qui est arabe et musulman. Donc, on crée des éléments de frustration pour le monde arabo-musulman. Et ces éléments donc, nourrissent et ravivent une querelle historique, donc depuis la fin du 19e siècle. Et on va assister, pour couronner le tout, à l'émergence d'une puissance qui, contrairement aux autres puissances européennes, parce que la France, l'Angleterre et l'Allemagne, dans une certaine mesure, avaient toujours su entretenir de bonnes relations avec le monde arabo-musulman, on va avoir désormais la superpuissance américaine qui domine le monde et qui est le symbole donc, de l'Occident et qui s'affirme ouvertement anti-arabe. Donc, à partir de cet instant, nous avons 3 ingrédients qui font que l'affrontement entre les 2 civilisations, que l'on veuille ou pas, elle est inévitable. Huntington n'a fait que relater la réalité de l'histoire. Mais je pense que ce qui compte à partir de la fin de la guerre froide, ce qui compte véritablement à cet instant, c'est que, et comme l'a dit tout à l'heure Valentin, il n'y a pas d'ennemi, mais on rentre dans un vide stratégique où les affrontements sont véritablement entre guillemets, des concepts. Parce que le terrorisme, c'est un concept, on ne l'a vu nulle part. Et de l'autre côté, l'Occident, c'est une idée vague. On ne sait pas où commence l'Occident, on ne sait pas ce que c'est que l'Occident, etc. Donc, en réalité, on rentre dans des imaginaires qui s'affrontent. Et sur ce socle, chacun utilise les armes dont il dispose. Le faible, donc on a en face un faible, et de l'autre côté un fort. Donc, dans une logique asymétrique, la violence terroriste devient la seule arme qui reste, la seule arme légitime. Et on aurait dû y penser.
Alors, il y en a un qui est désormais très célèbre, c'est Oussama Ben Laden, saoudien d'origine, allié des Américains pendant longtemps avant de devenir leur principal adversaire. Qui était-il? Ok, Oussama Ben Laden, on n'en finirait pas. Hein? Vous avez très bien résumé d'ailleurs. Et d'ailleurs, cette image est assez expressive. Ouais, Oussama Ben Laden, là, c'est dans une tente. Mais généralement, à la fin de sa vie, c'était dans une grotte. Oussama Ben Laden dans une grotte avec une Kalachnikov à côté de lui. Dans la représentation musulmane, et selon certaines sourates, il est arrivé au moment où le prophète combattu s'est replié dans une grotte avec son âme à côté. Donc Oussama Ben Laden, à travers cette image, il lançait un appel, une simple image, mais qui parle beaucoup à l'imaginaire collectif des musulmans, tout tendances convaincus. Écoutez, je poursuis la guerre sainte dont parlait le prophète, je suis combattu par nos ennemis, rejoignez-moi de partout où vous êtes, pour qu'ensemble nous puissions faire cette guerre, nous puissions vaincre l'ennemi. Bref, à partir des années... entre 90 et 2000, c'est l'image que Oussama Ben Laden va essayer de se construire. Le porte-flambeau de la lutte du monde arabo-musulman, celui-là qui doit restaurer la dignité des musulmans, celui-là qui doit susciter la résilience des musulmans, celui-là qui doit braver le monde occidental, celui-là qui doit laver l'affront, celui-là qui doit montrer aux Arabes que le mépris dont il parlait tout à l'heure avec l'implantation d'Israël et l'annexion des territoires environnants, etc., ça n'est trop. Il faut aller en guerre maintenant contre... Et on se rappelle d'ailleurs des résultats en 98, en Nairobi, etc., où déjà Oussama Ben Laden va commencer à faire parler de lui. Et l'apothéose, je crois pour lui, c'était le 11 septembre 2001, où il fait frapper les États-Unis en plein cœur. Après ça, bon... Ça sera bien sûr, je pense que son objectif aurait été atteint. Il s'attendait plus ou moins à mourir en martyr. Mais en suscitant ce vague mouvement dont la Côte d'Ivoire subit aujourd'hui les traces, de sorte à ce que, en face des tout-puissants, des toutes puissantes puissances nucléaires, il y a aussi des faibles, mais qui disposent de cette arme pour entretenir pendant longtemps encore cette guerre asymétrique. Mais justement, cet attentat va créer une onde de choc. Les États-Unis vont vite riposter et décider d'aller en Afghanistan. Visiblement, mal leur a pris, puisqu'ils viennent de quitter ce pays de manière un peu, dans une configuration un peu complexe. Mais juste après, à la grande surprise générale, le président Bush décide d'attaquer aussi l'Irak, avec le prétexte, maintenant qu'on sait fallacieux, des armes de destruction massive. Quel était finalement l'agenda caché des Américains en décidant d'aller en Irak? L'agenda caché, il fallait éliminer Saddam Hussein, qui devenait un personnage insaisissable, incontrôlable et désormais dangereux pour les intérêts américains dans la région, notamment ceux de leurs principal soutien dans la région, le régime wahhabite d'Arabie Saoudite. Donc c'était ça l'agenda caché. Donc, pour y arriver, on doit passer par des armes de destruction massive présumées que détiendrait Saddam Hussein, mais l'agenda c'était carrément de l'éliminer parce qu'il devenait une menace pour les Américains qui l'ont soutenu dans la guerre contre l'Iran auparavant. Alors, en plus de l'Afghanistan, donc il y a eu la guerre en Irak. Est-ce qu'à ce moment-là, finalement, l'image des États-Unis n'est pas ébranlée définitivement, puisqu'on se rend compte qu'ils ont menti pour pouvoir faire cette guerre en Irak? Oui, je pense que les Américains ont été victimes de leur propre stratégie. Parce que au lendemain de la guerre froide, ils ont considéré que le monde était rentré dans une pause stratégique et que la démocratie était devenue l'horizon indépassable. Valentin faisait allusion tout à l'heure à la fin de l'histoire. Et quand on était rentré dans un monde de paix, de bonheur, où la guerre n'était plus un élément des relations internationales. Donc, ils avaient présenté cette image. Et lorsque, après les attentats du 11 septembre, la communauté internationale, puisque en ce moment, il a fallu rechercher un consensus, donc une action multilatérale, la communauté internationale s'était engagée et les a accompagnés dans les en Irak, donc dans l'expédition contre Ben Laden. Très rapidement, les Américains vont changer de doctrine stratégique. En temps, les Américains prennent des lois qui leur permettent de combattre n'importe quel pays soupçonné d'avoir des armes de destruction massive. Donc, une première loi. Les Américains prennent une loi, et ça c'est inédit dans l'histoire des États-Unis,
où ils pourraient utiliser l'arme nucléaire à des fins de la défense du territoire américain, alors que jusque-là, l'arme nucléaire relevait de la doctrine de la dissuasion. Donc, désormais, on peut utiliser l'arme nucléaire même dans le cadre de la guerre préventive. Alors, toutes ces réformes stratégiques vont les obliger à un moment donné à prendre des décisions. Les décisions, c'est intervenir en Irak. Pourquoi? Parce que l'Irak remplissait une partie de ces conditions, c'est-à-dire le soupçon d'armes nucléaires. Et deuxième élément, ils savent très bien ce qu'ils ont fait en Irak. Contrairement à ce qu'on leur reproche souvent, ils savent que l'Afghanistan est devenu un peu le produit de leur politique, de leur stratégie, de leurs actions. Donc, de la même manière, ils savent très bien que l'Irak avait aussi des éléments qui rentraient un peu en compte, parce que lorsque vous prenez quelqu'un comme Paul Wolfowitz, conseiller à la sécurité de George Bush, en 2001, depuis 1994, Paul Wolfowitz avait déjà publié un document dans lequel il préconisait l'intervention en Irak. Heureusement, George Bush père est parti et le document n'a pas été appliqué. Donc, c'est une guerre qui était déjà prévue. Peut-être on dira agenda caché, moi je ne sais pas, mais tout ceci reste conforme à une doctrine stratégique, à une ligne que les États-Unis s'étaient donnée à partir de 1990, c'est d'assumer un rôle pour la première fois, le rôle de leader, donc un leadership mondial, et en se permettant d'utiliser tous les moyens pour défendre leur propre territoire en tant que gendarme du monde. Alors parlons des conséquences de cette intervention en Irak, puisque finalement, c'est de là que va naître les futurs cadres, j'ai envie de dire, de l'État islamique. Comment en est-on arrivé là? Et vous faites bien de poser la question. Le 11 septembre, c'est toute la planète qui est émue, qui soutient les États-Unis d'une façon ou d'une autre. Mars 2003 également, c'est toutes les grandes capitales qui comptent, qui organisent des marches pour protester contre l'invasion de l'Irak. Donc les Américains, l'image des Américains était quand même assez trouble en ce moment dans plusieurs capitales mondiales. Et donc, cette invasion va susciter quand même le réveil dans l'imaginaire de certains habitants de cette partie du monde pour faire face aux États-Unis qui avaient défini leur axe du mal, qui avaient voté des lois dont ils interprétaient qu'ils pouvaient annexer, attaquer n'importe quel territoire à tout moment. Ils avaient leur axe du mal, ils avaient décidé d'aller y instaurer ce qu'ils appellent la démocratie, etc., etc. Cela ne pouvait pas laisser indifférent cette partie du monde-là. Même si un objectif était de susciter pour seul interlocuteur valable dans cette partie du monde, l'Arabie Saoudite, mais annexer l'Irak dans ces conditions, la pilule était difficile à digérer dans plusieurs contrées. Et donc, l'intifada, beaucoup de jeunes vont converger vers cette partie du monde pour aider le régime de Saddam Hussein, pour aider leurs frères musulmans, pas forcément Saddam Hussein, qui n'avait pas bonne presse d'ailleurs dans plusieurs capitales sous-régionales. Les États-Unis vont détruire l'Irak. Donc à partir de là, les groupuscules vont se créer un peu partout. On verra ce que cela va susciter, ce que cela continue de susciter aujourd'hui dans plusieurs contrées du monde. Donc finalement, les Américains sont des pompiers pyromanes. Oui, absolument. Ça, c'est connu. Les États-Unis, on met le feu et puis on vient tenter de l'éteindre. En temps, on fait tourner les industries de l'armement. On essaie d'expérimenter des doctrines. À l'époque, c'était la doctrine de l'exportation de la démocratie occidentale dans le monde musulman. Rappelez-vous, c'était sur un schéma de la Mauritanie jusqu'en Syrie. Et aujourd'hui, on voit ce qu'il en est. On voit très bien les dessins derrière ces ambitions affichées officiellement de lutte pour la liberté. Oui, je pense que ce n'est pas toujours exact de penser que les Américains font la guerre pour des intérêts économiques et que derrière, il y a un agenda caché pour les intérêts économiques. Parce que dans l'histoire des relations internationales, on n'a pas de cas où les Américains ont pillé des pays ou du moins se sont enrichis sur la base d'affrontements ou du moins dans des pays où ils ont dû faire la guerre. Les principaux pays où les Américains tirent leurs ressources, notamment pétrolières, c'est le Koweït où ils n'ont jamais fait la guerre, c'est l'Arabie Saoudite. Donc en réalité, c'est souvent une vue de l'esprit que de penser que c'est pour ces raisons que les Américains font la guerre. Malheureusement, après les attentats du 11 septembre,
En fait, on rentre dans un peu comme une religion, une vision religieuse du monde, de part et d'autre. Aux États-Unis, vous avez ce qu'on va appeler les néoconservateurs. Ces nouveaux convertis, comme eux-mêmes ils s'appellent, au christianisme, qui avaient une vision complètement puritaine du monde, mais avec une logique d'impérialisme derrière. Donc, c'est une vision du monde, on peut la partager ou pas, mais qui n'est pas nécessairement, et d'ailleurs, qui n'a, en termes d'intérêt, n'a rien apporté aux États-Unis. En termes économiques, quand on regarde ce qu'a coûté la guerre en Irak, on se demande si véritablement il y a eu un intérêt à faire cette guerre. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, en réalité, l'image dont on parle tout à l'heure et qui a été véritablement brouillée, et je suis d'accord, ceci commence à partir des divergences entre le bloc occidental. Ce n'est pas parce que la guerre n'était peut-être pas la solution, ce n'est pas parce que la guerre en Irak était justifiée ou pas, mais c'est simplement parce que le consensus occidental qui a prévalu après le 11 septembre, donc qui a conduit à l'intervention en Afghanistan, n'a plus coexister parce que les États européens, notamment la France, vont commencer à calculer leurs intérêts dans la sous-région parce que les Français avaient de très gros intérêts en Irak et ils voyaient très bien que les Américains, une implication des États-Unis dans cette région du monde allait perdurer et une fois que les États-Unis vont s'implanter dans cette région, il est très difficile pour la moyenne puissance française, qui s'appuie évidemment sur des États satellites, de continuer à avoir le même rayonnement dans le monde arabe et sur la scène internationale. Donc, en réalité, les autres États, donc ceux qui étaient contre la guerre, ils n'étaient pas très nombreux au départ. Bon, après, évidemment, une coalition va se former progressivement, notamment en Europe. Mais ces États étaient moins contre la guerre pour des raisons idéologiques ou pour comment dire ça, la paix, mais beaucoup plus parce qu'eux-mêmes avaient des intérêts dans cette région et ils craignaient que la présence américaine, parce que n'oublions jamais, on a souvent tendance à surestimer l'expérience mondiale des États-Unis. Les États-Unis, c'est une puissance jeune. C'est une puissance jeune, ils interviennent pour la première fois dans l'histoire de l'humanité quand les Américains sortent de chez eux pour participer à un colloque, enfin à une conférence. On était en 1906 à la conférence d'Algeciras. Donc, ce n'est pas des États qui avaient vraiment une expérience des affaires mondiales, mais c'est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu'ils vont commencer à s'impliquer progressivement. L'impact finalement de l'intervention en Irak sur finalement le djihadisme au Sahel, qui va voir le jour, notamment en Afrique subsaharienne. Oui, cette guerre asymétrique ou bien cette guerre contre l'extrémisme violent reste une guerre, on ne sait pas encore pour combien de temps. Mais ce que je dois dire, c'est que je reste toujours accroché, et là je ne vais pas vous perdre le temps, accroché aux questions d'intérêts économiques dans mes développements. Dans la géostratégie, sur la cartographie des acteurs, on verra les engagés et on verra les alliés. Les alliés, ce sont des gens avec qui on peut partager un intérêt ponctuel et circonscrit dans le temps. Donc, la mésentente qu'il peut y avoir entre le bloc occidental, ils n'ont jamais été unis. C'est des questions d'opportunité qui les réunissent à un certain moment donné. Donc, dans cet intérêt, on va naturellement, puisqu'on s'est levé sans que le monde entier ne soit peut-être de notre côté pour aller envahir l'Irak, donc on se dit que dans cette dynamique, comptons sur nous-mêmes, nos propres forces pour continuer de mener ce combat. Mais le combat devient difficile, d'autant plus qu'on a en face de nous un adversaire qui fait des victimes indiscriminées. Donc la guerre n'est plus classique, on peut soit s'attaquer à la fois aux Occidentaux, qui sont la première cible, mais on s'attaque même aux autres frères de la religion avec qui on ne partage pas peut-être l'interprétation de la religion. Mais ici, ce qu'on devrait retenir, c'est que Afghanistan, pour les talibans, ça reste circonscrit à l'Afghanistan, mais pour l'État islamique et Al-Qaïda, c'est un mouvement qui devrait être mondial. Donc s'attaquer partout où besoin en est aux intérêts occidentaux. Donc, de ce point de vue, on va aussi envahir le monde entier, mais en même temps en accompagnant de la religion. Donc, qui dit religion aujourd'hui ne limite pas
l'islam seulement au seul territoire de l'Arabie saoudite. Nous savons qu'il y a plein de pays africains qui sont d'obédience islamique. Nous savons aussi qu'il y a même des Européens qui partagent cette foi, autant pour moi. Donc finalement, je pense que la réflexion continue d'être menée au point que ce que j'apprends, c'est qu'on n'a plus 3 armées classiques comme on le voit dans les pays, c'est-à-dire l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine. Il y a même aujourd'hui une 4e armée qu'on appelle l'armée de la cybercriminalité. Donc on prend en compte tous ces aspects qui font qu'on se dit qu'on n'est plus dans le schéma classique où on sait où est-ce que se trouve l'ennemi, il faut aller mettre la main sur lui. Mais tant qu'un Américain, un Français peut épouser la cause islamique pour des raisons qui lui sont propres, il faut continuer de développer. Et les Américains n'ont pas gagné encore cette guerre. Quand est-ce que la guerre contre l'extrémisme violent sera gagnée? Je ne sais pas. Mais il faut continuer de réfléchir et en même temps développer aussi des armes comme les terroristes. Bon, d'un point de vue académique, quand on prend le terrorisme, c'est 3 objectifs d'un point de vue académique. D'abord, instaurer le califat, s'attaquer aux intérêts occidentaux, faire parler de la publicité. Donc la guerre en Afghanistan n'était pas si circonscrite. L'un des objectifs d'Osama Ben Laden, c'est de susciter des guerriers de cette cause, de la cause islamiste, qui puissent aller par tout le monde pour porter son message, pour l'interprétation du Coran, pour faire la guerre aussi contre les intérêts occidentaux. Donc la guerre en Afghanistan a sorti, vous voyez, ces jeunes gens qui sont aujourd'hui au devant de la scène, former des leaders qui puissent transiter par certains couloirs pour venir en Algérie, au Mali, au Soudan, etc., pour porter cette guerre-là. Donc oui, la guerre en Afghanistan, la guerre en Irak, l'État islamique, toutes ces contrées où l'islamisme a servi de ferment, de facteur de résilience d'un côté contre la culture occidentale, ça a forgé des personnes aujourd'hui assez expérimentées qui sont installées un peu partout pour poursuivre cette guerre-là, dont la bande sahélienne. Je pense pour rester un peu sur l'impact dans la bande sahélienne, il faut déjà noter le fait que lorsque Al-Qaïda est défait en Afghanistan, eh bien, ces cadres qui se replient, notamment au Pakistan et ailleurs, trouvent donc le moyen de se réinventer. Et c'est justement là la difficulté, parce que pendant que les mouvements djihadistes et terroristes se réinventent, la réponse en face ne change pratiquement pas. C'est ça, on y reviendra. Mais pour rester dans le cadre donc de l'impact dans la zone sahélienne, eh bien, les cadres se replient, les cadres de Al-Qaïda défaits se replient et désormais, ils fonctionnent comme si c'était des franchises secrètes, avec pour ordre à chacun, là où il se trouve, de faire ce qu'il est possible pour lui de faire. N'oublions pas qu'à la base, c'est comme ça que c'est ça la signification d'ailleurs d'Al-Qaïda. Lorsque ce mouvement est créé, eh bien, c'est une révolution pratiquement dans 14 siècles de doctrine islamiste, parce que là, il y a un revirement total. On introduit, et là c'était le fait du djihadiste égyptien Al-Zawahiri, qui était le second d'Osama Ben Laden, qui introduit dans la notion du djihad global. Donc ce n'est plus le djihad, ce n'est plus une histoire de lutte du musulman contre lui-même pour essayer de gagner le paradis. Ça devient un conflit global, c'est-à-dire où que le musulman se trouve, eh bien le djihad, il doit pouvoir le faire. Ça, c'est un premier point. Le second point qui résulte de cette doctrine dès le départ de Al-Qaïda, eh bien, c'est cette alchimie, cette espèce de dialectique qu'il faut trouver entre l'ennemi proche, qui est l'ennemi musulman aussi, et l'ennemi lointain qui est occidental. Donc, à partir de cela, le djihad devient global et chacun, même s'il est musulman et qui n'évolue pas suivant l'interprétation que le djihadiste a de la foi musulmane, il faut l'éliminer. Donc, à partir de là, c'est une dissémination internationale. Il y a Al-Qaïda au Maghreb islamique qui s'est créé.
justement sur les cendres du groupement salafiste pour la prédication et le combat algérien, qui lui-même est issu du FIS, qui lui-même a été créé avec ce qu'on appelle les Afghans, c'est-à-dire en fait les Moudjahidines qui sont revenus du combat sur l'Afghanistan. Donc aujourd'hui, dans le Sahel, non seulement il y a eu cette démultiplication d'Al-Qaïda en franchise, mais il y a eu également la floraison de groupes liés à l'État islamique qui s'est développé sur les cendres de la défaite de Al-Qaïda en Afghanistan, et ces groupes qui ont été ravivés donc par le succès qu'a connu à une certaine époque l'État islamique. On parlait tout à l'heure de la mauvaise image qu'a subi les États-Unis après l'invasion en Irak, mais ces attentats vont aussi créer un amalgame avec l'islam et le monde musulman. On parlait clairement de l'axe du mal, hein, George Bush les définissait comme l'axe du mal. Est-ce que l'idée d'une responsabilité de l'islam dans le terrorisme islamique en tant que religion et culture est-elle fondée, ou c'est encore une vue de l'esprit? Puisque là, finalement, dans le monde occidental, les musulmans sont très mal vus, en mauvaise presse, depuis le 11 septembre 2001. Oui. On associe le musulman au terrorisme. Oui, et d'ailleurs, nous-mêmes, tout à l'heure, j'entendais beaucoup de liens entre musulmans, etc. Non, je pense que le terrorisme ou l'islamisme violent n'a rien à voir avec la religion, la pratique musulmane. Et d'ailleurs, quand on s'intéresse un peu à la question, les meilleurs acteurs dont on dispose pour lutter contre le terrorisme, je l'ai déjà dit une fois, c'est vraiment les musulmans. Qui sont les premières victimes aussi. Oui, parce que c'est eux, ils connaissent mieux la religion, et ils sont les premiers à attirer l'attention quand il y a des cas d'anomie ou de déviance. Donc je pense que ceci n'est pas justifié. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que l'islam n'est pas qu'une religion. L'islam a une tendance civilisationnelle. Donc, tout est prévu. Même la façon dont l'individu doit se comporter en société. Même la politique. Et justement, ce que nous appelons terrorisme, en réalité, est né de la politisation à outrance de la religion. C'est-à-dire lorsqu'on veut s'appuyer sur les préceptes religieux ou on veut s'appuyer sur les principes de la religion pour orienter l'organisation de la société. Et à partir de cet instant, on se rend compte qu'en face, il y a des pratiques qui ne concordent pas nécessairement avec ce qui a été prévu par la religion. À partir de cet instant, ceux-là deviennent des ennemis à abattre. Maintenant, il est important, évidemment, que dans l'analyse que nous faisons, dans l'effort de compréhension, parce que c'est un phénomène difficile à saisir. Autant on peut dire, oui, en Afghanistan, on a des terroristes, en Irak, on a des terroristes, on découvre que plus proche de nous, il y a des terroristes, on ne sait pas qui ils sont. Donc, en réalité, c'est un phénomène qu'on apprend toujours à découvrir, à mieux connaître. Dans cette connaissance, ou du moins dans cet effort de comprendre le phénomène pour mieux le saisir, je pense qu'il y a nécessairement lieu de faire la part entre la pratique religieuse, entre l'islam et tout ce qui relève des cas d'anomie ou de déviance ou d'extrémisme qui parfois même ne sont pas religieux. Il y a des terroristes qui sont devenus musulmans une fois dans les groupes terroristes. Donc il y a beaucoup de délinquance, il y a beaucoup de banditisme de grands chemins, et tout ceci, évidemment, relève du terrorisme, et ainsi tout terrorisme n'est pas nécessairement islamique. En fait, ce n'est pas nous qui disons que... ce n'est pas nous qui faisons l'amalgame entre l'islam et le terrorisme, c'est ce que la politique américaine est parvenue à faire. C'est de cela qu'il s'agit, parce que cette politique américaine a été perçue, malheureusement, dans le monde arabe, comme étant, dans le monde arabo-musulman, comme étant une politique dirigée contre les musulmans, comme c'était une politique pour justement pour acter la défaite totale du monde musulman et c'est ce qui a créé un amalgame. Et même, vous vous souvenez, aux alentours de juste après le 11 septembre, toutes les lois qui ont été prises, eh bien, selon que vous étiez un citoyen américain enturbané ou pas, alors vous aviez des problèmes ou non. C'est-à-dire que c'était la lutte aux faciès. Ça a existé, c'est pas nous qui le créons. Nous disons, nous faisons un constat. Il y a eu cet amalgame entre le terrorisme et l'islam parce qu'il y a des personnes se réclamant de l'islam qui ont donc pris les armes et ont dit combattre au nom de cette foi, qui est naturellement une situation qui n'est pas partagée par la majorité des musulmans.
Alors, l'autre chamboulement, suite au 11 septembre, c'est la question des libertés individuelles. On le verra avec les documents, les Patriot Act, et puis même dans notre quotidien, surtout dans les pays occidentaux, qui a été bouleversé au nom de la lutte contre le terrorisme. Les États opèrent finalement un glissement de l'état de droit vers l'état de surveillance généralisée. Qu'en pensez-vous? Puisque les Occidentaux, la population s'en plaint, mais en même temps, les États prétextent ça pour leur sécurité. Tout à fait. Je me rappelle mon voyage en 2013 aux États-Unis et nous étions des invités du gouvernement américain. Mais sur la question de la sécurité à l'aéroport, à la limite, on était par moments déshumanisés sans que les officiels américains qui nous guidaient, qui nous accompagnaient puissent intervenir. Parce que force devait être donnée maintenant à tout ce qui était sécurité. Évidemment, ça a créé une situation où on avait même peur de son nombre parce que le terrorisme et sa volonté de nuire, sa volonté de faire des victimes indiscriminées ne peut pas se lire sur le visage. Donc, à qui est-ce qu'on avait affaire? Est-ce que je ne suis pas exposé d'une manière ou une autre? Mais à la vérité, aussi vrai que le 11 septembre ait produit un traumatisme, le 11 septembre a développé aussi d'autres formes de sécurisation, d'autres formes de réflexion. N'oublions pas que le terrorisme tel que nous le découvrons, on a parlé de l'islamisation d'une revendication, mais il y a eu au départ des terrorismes d'État. Jusqu'à ce qu'on progresse naturellement avec ces groupes qui ne sont pas des États, mais qui revendiquent une autre forme. Donc ici, effectivement, on n'est plus aussi libre qu'on pouvait l'être. On n'est plus aussi maître de son destin parce qu'il y a un carnaval désormais dans lequel il faut entrer. Et que ce soit sur le sol américain ou ailleurs, il y a toujours des messages des ambassades qui vous disent limitez vos déplacements en ville, voici tel espace que vous ne devriez pas fréquenter. Donc je suis d'accord avec vous que ça a modifié les libertés, mais c'est de bonne guerre jusqu'à ce qu'on trouve peut-être un jour beaucoup plus de stratégies de sécurisation pour que la liberté soit encore beaucoup plus... Mais justement, ce sera certainement la dernière question. Quel bilan peut-on faire de la lutte contre le terrorisme 20 ans après? Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a eu des progrès qui ont été faits? Sylvain Guessant, je fais un tour de table. Je ne pense pas personnellement. Je pense que ces dernières années, au contraire, il y a eu tellement de gestes qui ont été posés sur la scène internationale que ces gestes sont de nature encore à faire perdurer les enrôlements dans les rangs des mouvements terroristes. Quand vous prenez le cas de la Syrie, quand vous prenez le cas de la Libye, vous prenez le cas de l'Irak, voici. Comment éduquer les enfants de ces contrées de sorte qu'ils soient hostiles au mouvement terroriste? Comment éduquer les enfants qui ont grandi dans ces environnements de sorte qu'ils n'aient pas envie de se venger demain, de sorte qu'ils n'aient pas envie de s'attaquer à tel groupe, à telle nationalité, à tel pays? Je pense qu'il y a eu beaucoup de gestes ces dernières années, des natures à faire perdurer, des natures à radicaliser encore les ressortissants. Vous pensez qu'avec quoi? Avec des interventions ou des propos, on alimente cette haine parfois anti-occidentale? Même pas des propos de guerre. La Libye a été détruite. Et l'Irak n'existe pratiquement plus. La Syrie n'existe plus. Ces enfants qui grandissent dans ces environnements, comment on les éduque de sorte qu'ils n'aient pas envie de se venger, de sorte qu'ils n'aient pas envie d'adhérer à un mouvement radical pour faire payer l'assassinat d'un père, une mère qui est tombée sous telle bombe, etc. etc. Après le monde bipolaire, on est tombé dans le monde unipolaire et on pensait que les choses seraient plus simples parce que dès le début, les États-Unis semblaient porter le combat pour les libertés et puis se soucier davantage d'associer la communauté internationale au règlement des conflits. Alors ce qu'on attendait comme nouvel ordre mondial, fait de plus de justice et d'équité, n'est pas arrivé à cause de l'unilatéralisme américain qui a repris surface au nom de ses intérêts, que ce soit des intérêts économiques ou des intérêts politiques ou des intérêts d'image, de grandeur dans le monde. Eh bien, à cause de cet unilatéralisme, on est retombé dans un monde plutôt complexe. C'est vrai, on dit multipolaire, d'autres disent apolaire, c'est-à-dire avec des situations devenues de plus en plus complexes.
où en dehors même du terrorisme, il y a d'autres menaces éminentes, émergentes, qui surgissent et qui ne sont pas suffisamment adressées, comme le réchauffement du climat, ainsi de suite, parce qu'on a mis trop d'accent sur l'aspect sécuritaire. On a fait des politiques ultra-sécuritaires, des politiques ultra-militaires en négligeant les autres aspects. Le docteur Nguessan l'évoquait tout à l'heure, l'aspect, par exemple, éducation. Comment mener un combat juste alors qu'on pratique de l'autre côté une politique de 2 poids, 2 mesures. Dans ces environnements, on fragilise finalement les modérés des pays arabo-musulmans qui menaient combat déjà contre cette expansion de l'islamisme radical. Alors ça, c'est un premier point. Le second point, à mon avis, c'est que le bilan de la lutte contre le terrorisme est très mitigé également parce qu'une fois de plus, on est dans un monde complexe, certes, mais où certains font passer leurs intérêts avant les intérêts du monde global. Et c'est ce qui donne de beaux jours encore pour le terrorisme, parce que tant qu'on n'a pas adressé ces questions d'extrême pauvreté, ça on ne le dit pas assez, d'extrême pauvreté, on est dans un monde de plus en plus déséquilibré, où tous les rapports, que ce soit ceux des organisations comme l'Oxfam, ou même ceux des organisations plus ou moins prestigieuses comme le Club de Davos et le Forum de Davos, tous les rapports indiquent que chaque année, eh bien, il y a une accentuation des inégalités entre les plus riches qui deviennent plus riches et les autres qui sont écrasés. Ces questions ne sont pas adressées. Nous avons la question du climat, où un continent comme l'Afrique, qui ne participe même pas à hauteur de 3% à 4% aux émissions de gaz à effet de serre, le continent se retrouve ployé sous le réchauffement climatique provoqué par les grandes puissances. Ces questions ne sont pas adressées. Alors, tant que ces questions de fond, de pauvreté extrême, de maintien d'une partie de l'humanité dans une sorte de conditions assez, de conditions inhumaines plutôt, déshumanisées, eh bien, tant que ces conditions-là perdurent, le terreau reste favorable pour l'expansion du terrorisme, que ce soit au Sahel ou dans d'autres régions d'Afrique. Oui, je pense pour ma part qu'il n'y a pas une lecture global à faire, il n'y a pas un bilan global à faire. Il faut tenir compte de chaque situation. Je pense que les Américains ont réglé une bonne partie de leurs problèmes. C'est qu'aujourd'hui, ils ont su sanctuariser leur territoire et ils sont à l'abri de grandes attaques comme le 11 septembre. Je pense que c'est très difficile désormais de mener des actions d'une telle ampleur aux États-Unis et dans certains pays européens. Mais malheureusement, après ce que vient de dire Valentin, après la fracture sociale, on est vraiment rentré maintenant dans une fracture sécuritaire où le terrorisme est devenu l'affaire des pays pauvres. Parce que les terroristes se sont repliés, parce que combattus dans les pays développés, ils reculent. On a vu les mouvements ces derniers temps dans le Sahel et les tendances vers l'Afrique de l'Ouest. Donc, en réalité, en 20 ans de combat contre le terrorisme, les Occidentaux ont pu nous refiler le terrorisme que nous aurons à gérer pendant on ne sait pas combien d'années. Oui, pour ma part, il y a quand même quelques pas, même si la guerre est encore longue. Et n'oublions pas que dans tous les cas, il s'agit de crimes. Selon que ce soit avec des armes, des avions qu'on puisse détourner. Le terrorisme, l'extrémisme violent est protéiforme, change de forme. Aujourd'hui, c'est pour ça que la question cyberattaque aussi est intégrée dans le terrorisme. Parce qu'on ne pouvait pas s'imaginer qu'on détournerait des avions pour aller attaquer. Le tout, c'est de faire mal. Mais comment est-ce que les gens vont y parvenir? Mais là où je dis qu'il y a eu un peu d'avancée, on a aujourd'hui, par exemple, des pays comme le Maroc qui jouent un rôle assez important dans la lutte contre le terrorisme en développant ce qu'on appelle la diplomatie religieuse. Et puis, qui aurait pu penser que les talibans seraient en train de discuter aujourd'hui avec des États bien constitués comme les États-Unis. Donc, pour la question des intérêts, je pense qu'il y a la position qu'on avait hier, on ne doit pas discuter avec les terroristes. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce sont des gens qu'il faut prendre en considération et qui échanger. De ce point de vue, une fois que les intérêts sont partagés, je pense que le terrorisme
va baisser en intensité et que les pays pauvres qui ont du mal à sécuriser leur territoire, c'est là que le Sahel a tout son sens, parce que nous avons des difficultés à nous nourrir. Combien en plus forte raison on peut sécuriser des vastes espaces désertiques? Donc, naturellement, le terrorisme trouve là, ici, le trafic. La preuve, on parle de religion, mais en bas, c'est la drogue, en bas, ce sont les armes. Donc, la question, l'intérêt économique reste toujours prédominant. Je pense qu'il y a une image qui résume le bilan de la lutte contre le terrorisme menée par les Américains. C'est qu'au moment où on commémore le 20e anniversaire donc, du 11 septembre, eh bien, les Américains quittent l'Afghanistan de façon piteuse, en laissant sur place les mêmes conditions qui avaient créé l'avènement des... Puis en leur fusion des armes. Voilà, en leur laissant des armes et tout. Aujourd'hui, la grande crainte, c'est que le pays est en train de redevenir un sanctuaire progressivement pour les mouvements terroristes, islamistes et autres. Ce sera le mot de la fin. C'est la fin de cette émission. Messieurs, merci infiniment pour tous vos passages ailleurs dans le monde, depuis fort longtemps, et tous vos éléments de réponse. Merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte sur cette citation. Comme 1914 a marqué l'entrée dans le XXe siècle, le 11 septembre 2001 marque l'entrée dans le XXIe siècle de Jean-François Degnaud. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur RTI 1 et à bientôt.